Dans la série agriculture que je continue, puisque j'ai déjà deux interviews agriculture, je reçois aujourd'hui Didier Chambaretto. Vous ne le connaissez pas encore, il va nous dire en 2 minutes qui il est à la ville, et après il va nous dire plus longuement qui il est à la campagne. Ah, Didier, vous faites quoi dans la vie en général? Alors, en général, j'ai été consultant et entrepreneur et depuis une dizaine d'années, je prépare, j'accompagne et je réalise des conférences TEDx, ce qui me permet de rencontrer pas mal de conférenciers, notamment dans le domaine de l'écologie et de l'environnement. Ok. Et donc, à part le TEDx, vous faites quoi à la campagne, Didier? Eh bien, je me suis installé avec mon épouse à la campagne il y a 3 ans en plein Covid pour, eh bien, pour y vivre et pour rénover à la fois une activité agricole, une propriété agricole, et pour m'occuper d'un moulin à eau. C'est extraordinaire. Et donc, votre propriété agricole, elle fait quoi comme agriculture? Oh, elle est dans le sud-est des Deux-Sèvres, donc sur un terrain qui est très fertile et qui permet de faire à peu près tout, sauf de la vigne. Mais parce que c'est très humide et que c'est pas assez drainé pour ça. Mais on y fait traditionnellement des céréales ou du maraîchage ou de l'élevage. Je précise que c'est pas moi qui le fais en grande partie, puisque la plupart des terrains sont des terrains en fermage classique, avec des agriculteurs classiques. Ça me permet depuis quelques années de voir ça de très près. Je m'intéresse donc à la fois au sol et à l'eau. Et Mais j'ajoute que c'est- je me suis réservé une partie de nos terres pour tester un concept qui m'a fait réagir quand je vous ai entendu dans une autre vidéo et qui est la permaculture. C'est Alors, un parce mot que vous valise êtes qui pour vient la de... permaculture. Pardon? Vous êtes pour la permaculture. Oh, je ne suis pas pour ou contre. Je pense que c'est un principe à connaître et que j'essaye d'expérimenter avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire pas les moyens de nos spécialistes. J'insiste pour les personnes qui vont nous écouter. Je ne suis pas un agriculteur et je ne suis pas non plus un agronome. En revanche, je suis convaincu de l'importance du sujet et de le mettre en pratique autant que possible. Alors, beaucoup de gens, depuis toujours, le font dans leur potager. C'est un peu ce que je fais, à une échelle un peu plus grande qu'un potager. C'est à peu près 1 hectare, mais avec des moyens limités, qui sont les moyens finalement d'à peu près tout le monde. C'est beaucoup moins que ce que font mes fermiers tout autour de chez nous. Ouais. Mais alors, ça me permet tout de même d'expérimenter et leurs outils et leurs techniques, et d'autres, notamment celles que l'on range volontiers sous le terme de permaculture. Alors, donc, vous faites quoi sur votre hectare en permaculture? Expliquez-nous. Je fais, je fais principalement, moi, du divers maraîchages. Des courges, des pommes, des pommes de terre, enfin, ce qu'on fait habituellement dans un potager, simplement à une échelle un tout petit peu plus, j'essaye, une échelle un tout petit peu plus importante qu'un potager. Un potager classique, hein. Mais pour l'utiliser pour nous-mêmes ou pour nos amis, hein. Mais alors, Le, concrètement, vous le- aviez déjà fait du maraîchage avant ou c'est une Absolument pas. découverte totale? Ouais, quasiment total. J'avais testé sur un tout petit jardin et ça marchait plutôt bien. Maintenant, je le teste sur une surface plus importante, c'est plus difficile. Alors, expliquez-nous Lorsque comment ça se fait, j'avais parce que beaucoup de citadins rêvent de faire ça Absolument. et en ont une vision poétique. Est-ce que vous pouvez nous dire la Absolument. réalité du citadin qui découvre, sans vous faire injure, vous avez plus 25 ans, qui découvre à une certaine maturité un nouveau métier qui est celui de travail de la terre sur 1 hectare pour se nourrir. Comment ça se passe concrètement? Alors, effectivement, j'ai plus 25 ans et j'ai mal au dos. Et ça, c'est un facteur limitant, donc il m'oblige à gérer mes efforts. Je rejoins ce que disait votre interlocuteur Jacques Egler, hein, c'est ça qui Jacques m'avait fait Egler, réagir. C'est en comme ça Alsace. qu'on s'est parlé, parce qu'il disait c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il a parfaitement raison. Je ne prédique pas du tout le fait que ce soit beaucoup de travail. Et dans le cas qui est le mien, c'est du travail. Au début, j'avais même pas d'outillage, donc c'est vraiment du travail manuel. Et retourner simplement, ou même pas retourner, mais juste préparer un sol d'1 mètre carré
avec des outils manuels, avec une fourche, avec des éléments de base, ça prend du temps et c'est très fatigant. Et en général, un urbain n'est pas préparé à ça. Et je comprends que derrière les propos que j'ai entendus, il y a le fait que beaucoup de gens arrivent là, dans le rêve, et lâchent très, très rapidement. Alors, nous ne sommes pas arrivés dans le rêve, puisque ça faisait 10 ans que nous cherchions une propriété de ce type-là, avec des caractéristiques particulières. Je passe forcément pas ça le plus important. La permaculture, ou l'idée que j'en ai, n'est qu'un élément de ce que nous faisons, mais effectivement, nous avons découvert sur place, avec l'aide de nos voisins, de notre fermier, et puis aussi avec l'aide de tout ce qu'on peut trouver sur le sujet, notamment concernant la permaculture. Et donc, je me suis donné comme objectif, et ça, par contre, je le fais très, très bien, de n'utiliser aucun intrant chimique ni aucune technique trop invasive. Donc là, je suis dans le mouvement des rêveurs dont vous parlez. Mais je peux vous assurer que nous avons de vraies courges qui ne sont pas des courges rêvées, et des vraies patates. Parfois, par contre, les tomates sont un peu trop près de l'eau. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail et beaucoup de connaissances à acquérir. Je précise, vous vous rendez compte avec le ton que j'utilise, que je le fais en dilettante et volontairement, mais de manière suivie, ce qui nous permet déjà sur 3 ans d'avoir eu une progression. Je précise aussi que le terrain que nous avons utilisé était un terrain qui n'était absolument pas utilisé, donc il a fallu d'abord l'aménager, enlever les pierres, les tas de bois, les ordures, les ronces, et même Comment parfois vous les... avez fait? Vous avez payé des gens pour le faire ou vous l'avez fait avec vos petites mimines? Alors au début, on était en plein Covid, dans une situation de changement qui faisait que nous l'avons fait avec nos mimines au début et avec l'aide de nos enfants. Nous avons la chance d'avoir une famille assez importante. Nos enfants nous ont donné des coups de main pour les très gros travaux. Et ils continuent, hein, parce que nous avons là subi 3 tempêtes avec 2 inondations et donc beaucoup d'arbres sont tombés. Il a fallu les découper. Et là, j'avoue que mes fils m'y aident, mais ils sont dans la vie active ailleurs, donc ce n'est que du ponctuel. Donc au début, les mimines, et puis très rapidement, un outillage de plus en plus adapté, avec aussi les conseils de nos voisins. Et j'oppose absolument pas les cultures et les traditions, les cultures traditionnelles, les approches traditionnelles à celles que l'on a rangées sous le vocable permaculture. Je pense que les avis des uns et des autres peuvent être utiles. Et puis surtout, on essaye et puis on se trompe, puis on recommence. Alors, au titre des petites, comment dirais-je, outillages, nous avons acquis un tracteur, par exemple, vous voyez. Alors ça, c'est pas très Et écologique, parce un gros John Deere non, non, c'est un énorme. petit. C'est un petit parce que c'est très utile d'avoir sur ces petites parcelles quelque chose qui se faufile. Sinon, vous êtes obligé, d'ailleurs, c'est une des problématiques de l'agriculture industrielle, vous êtes obligé d'avoir des champs très, très larges, dégagés pour pouvoir passer très vite. Nous, c'est vraiment de la dentelle. Donc, il faut un tout petit tracteur. 1 tonne, ça permet de lever des souches, de déplacer des grosses pierres, etc. Ça permet de préparer le sol en surface, hein, parce que nous, on ne retourne pas le sol, mais ça permet déjà d'automatiser les choses. Alors, expliquez-nous, est-ce que vous pouvez nous définir pour les urbains comme moi qui en voit passer tous les jours, c'est quoi concrètement la permaculture? Ça veut dire quoi le mot permaculture? Alors, le mot fait référence à des principes. Vous avez des tas de bouquins qui en parlent. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que ce principe consiste à être le plus près possible du fonctionnement naturel des sols, de l'eau, de l'air autour, et de la diversité des plantes qui s'y mettent naturellement ou pas, d'ailleurs. Et donc, ça inclut aussi les humains, ça inclut la communauté des humains autour, et on est là dans des concepts écologiques au sens large, mais je dirais plutôt presque sur un plan scientifique de l'écologie, de l'écosystème. Pas du tout, a priori au départ, sur un plan politique, laissons la nature à la nature et les hommes. C'est pas ça l'idée. C'est qu'il y a des hommes qui vivent sur une terre et ils doivent être respectueux avec l'éthique qui va avec, de cette terre, de leur communauté et des êtres vivants qui y sont. Ça, c'est les grands principes généraux. Et puis, il y a une chose que tout le monde, à mon avis, a en tête quand on parle de permaculture, puisque ça vient de l'origine, hein, c'est on ne retourne pas le sol. Hein, on respecte la terre telle qu'elle est structurée, ce qui est une bonne chose, parce que quand on met
Ce qui doit être en contact avec l'air dessous, eh ben, ça s'étouffe. Et quand on met ce qui doit être dessous dessus, eh bien là aussi, eh ben, il faut un certain temps pour que tout ça reprenne vie. Voilà. Et il se trouve que cette technique de retourner la terre, eh bien, elle a 10 000 ans, puisque dès le néolithique on a inventé l'agriculture de cette manière-là, plus ou moins. Donc, on a découvert que finalement, dans certaines conditions, mais dans certaines conditions seulement, on pouvait fonctionner sans retourner. Et c'est ce que la plupart des gens ont en tête. Alors concrètement, ça se Parce que passe les fermiers comment? qui travaillent chez moi retournent le sol, hein, mais pas dans ma parcelle. Mais tout autour, oui. Ouais, et c'est quoi la différence alors entre les fermiers qui retournent le sol dans le champ d'à côté et vous qui ne retournez pas le sol? Oui, alors moi, je vous dis, je ne fais que des tests sur ma petite surface et je ne me veux ni expert ni emblématique de la chose. J'essaye de tester pour moi si ça marche ou pas. Alors, la différence, c'est que il y a aujourd'hui des agriculteurs qui instruisent des techniques appliquées sur des petites surfaces. On en avait parlé un petit peu ensemble. Effectivement, ça fonctionne sur des petites surfaces. Ça veut dire que sur des petites surfaces, on a des rendements qui sont à l'hectare ou au mètre carré, si on veut, euh, parfois très supérieurs à l'agriculture industrielle. Et c'est ce qui a permis de tester le concept. Et comme vous avez dit dans la conclusion de cette vidéo-là, bah oui, ça marche dans les jardins. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça ne marche pas que dans les jardins. C'est ce que j'ai découvert parce que je pensais la même chose que vous. Et aujourd'hui, j'en parle avec des pros, avec des gens qui ne sont pas d'ailleurs dans le contexte de la permaculture a priori, mais qui partagent un certain nombre de ces principes-là. Ce qu'ils font, c'est que au maximum, on va être dans le basico-basique là, ils conservent au sol sa structure en ne le retournant pas et en lui apportant régulièrement, de façon naturelle, des engrais organiques. Et pour ce faire, ils utilisent, alors il y a différentes techniques, il y a différentes dénominations. Moi, je pense par exemple au semi-direct sous couvert végétal, parce que sur l'une de nos grandes parcelles, notre fermier, sans le dire, est en train de le faire, puisque certains de ces champs qui peuvent être couverts enfin, plantés de maïs, actuellement sont plantés de luzerne. La luzerne étant récoltée cette année 4 fois. 4 fois, c'est pas mal. Le sol est toujours couvert. Et en réalité, sans le savoir, il applique ce principe. Mais certains agronomes, donc des gens parfaitement structurés, ayant été formés dans les meilleures écoles, notamment en France, où nous avons de très, très bons experts, qui pratiquent peu en France et qui pratiquent beaucoup, notamment dans les pays tropicaux, sont revenus, et certains d'entre eux ont repris des fermes, et pas des jardins potagers, mais des fermes de plusieurs centaines d'hectares, et ont mis en pratique, ça c'était ma découverte, en même temps que j'enlevais mes pierres et que j'essayais de planter mes courges et mes patates, je découvrais que des agronomes revenant du Brésil ou d'ailleurs avaient utilisé ces techniques de semi-direct sous couvert végétal, c'est-à-dire en gardant le sol toujours couvert, et avaient des rendements qui devenaient, au fil des ans, très comparables sur des grandes surfaces et sur des céréales. Et j'ai découvert aussi que ça pouvait marcher dans certaines conditions pour l'élevage et aussi pour le maraîchage. Ils avaient donc des réussites en termes purement, entre guillemets, industriels, très comparables. Voilà. J'en suis là de mes recherches. Je vous ai envoyé un document, vous pourrez peut-être l'utiliser, il y a des liens dessus. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui en parlent beaucoup plus techniquement que je ne le fais. Simplement, moi, j'ai découvert que ces principes que l'on peut mettre en œuvre avec succès sur quelques dizaines de mètres carrés, en l'occurrence, moi, c'est plutôt quelques centaines, voire quelques milliers, mais en l'occurrence, c'est tout petit. Eux sont capables de le faire sur des dizaines ou des centaines d'hectares, parfois sur des terres beaucoup moins riches que les nôtres. Moi, j'ai la chance de vivre près de la rivière, sur une terre argileuse à la base, mais très limoneuse, sur lesquelles les choses poussent bien. Sur les hauteurs calcaires, on a des terres avec beaucoup moins de Plus rendement. pauvre. Et on arrive avec ces techniques, en utilisant les bonnes cultures, entre guillemets, intercalaires, c'est-à-dire celles qui vont être plantées par exemple l'hiver, en attendant de mettre un blé de printemps, par exemple, ils vont permettre de reconstituer le sol, de lui apporter tout ce que les engrais chimiques ont apporté pendant un certain temps, mais ceci de façon naturelle. Voilà. J'ai découvert que ce n'était pas quelque chose qui était du rêve, justement, comme pour reprendre votre expression, mais une réalité peu connue,
peu répandu aussi, hein, mais enfin qui commence à se faire. Voilà. Alors, concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie, par souci de précision, l'expression semi-direct sous couvert végétal? Ça veut dire quoi techniquement? Alors, ça veut dire que vous avez un champ, par exemple un champ de luzerne, qui va pousser, ou vous avez un champ de fèves, par exemple, que vous plantez à une période plus froide, qui va pousser et qui va d'ailleurs pouvoir faire une récolte intermédiaire ou partielle, et que vous allez ensuite, avec un... Alors, on parle là c'est pas moi, hein, on parle de grands agriculteurs qui ont des grandes surfaces, hein, parce que si vous le faites à la main, là, vous avez le genre de résultat que j'ai moi, c'est-à-dire des choses limitées à une famille. Non, si on veut nourrir la population, il faut le faire avec des moyens et des surfaces appropriées. Et c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont des semoirs adaptés qui ne vont pas. Alors, il n'y a pas de, on ne retourne pas le sol. On a ces plantes qui ont poussé, il y a un enchaînement d'ailleurs de plantes à prévoir. C'est là d'ailleurs qu'est la difficulté, parce que c'est pas, ça dépend vraiment du lieu, ça dépend du climat, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Et c'est là qu'il y a la complexité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt l'habitude sur certaines parcelles de faire telle ou telle production, et puis c'est un peu routinier. L'agriculteur sait le faire, mais dès qu'il faut adapter à quelque chose un peu plus complexe comme ça, des enchaînements de différentes cultures, ça demande une plus grande technicité. Donc vous avez ces plantes-là, elles poussent naturellement, vous les coupez ou vous les lissez, vous les aplatissez, et vous plantez avec des semoirs spécifiques à très peu de profondeur, en écartant, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est réellement technique, en écartant les plantes, parce que si vous plantez dans du foin, ça peut pousser, mais vous allez avoir des pertes, vous allez avoir les dégâts des ravageurs. Donc il faut que la pointe pénètre dans le sol, que l'on écarte la plante, mais on ne l'arrache pas. Et cette plante va germer dans ce sol, mais très près de la surface, et va être protégée par ce qui est resté de ce qui était présent avant, de ce qu'on appelle des plantes intercalaires. Bon. Mais est-ce que Après, est-ce que ça demande un travail plus compliqué que la grande production industrielle où j'arrache tout et puis je replante quelque chose d'autre? alors ne l'ayant pas fait moi-même, mais l'ayant observé, je dois être prudent, hein, et vous dire que je pense que c'est plus compliqué parce que ça nécessite une connaissance du sol et même vraiment très précise des différents types de sols. Généralement, les agriculteurs l'ont, hein, mais il y a une certaine tendance peut-être à refaire un petit peu ce qu'on a toujours fait au même endroit, ce qui fait que ça appauvrit les sols, surtout quand en plus on apporte beaucoup d'éléments chimiques. Là, il y a pas cette aide-là, ou moins, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus avoir un discours trop tranché, parce que en réalité, ces techniques n'excluent pas des intrants chimiques, ou notamment des insecticides, ou pour combattre les différents types de ravageurs, mais ça les diminue progressivement. Et ce qui importe, c'est de choisir les bonnes espèces au bon moment. Certaines années, ça marche mieux que d'autres, etc. Ben, ça a toujours été le problème de l'agriculture, c'est pas nouveau. Simplement là, ça oblige à une technicité supérieure, à changer d'habitude, à savoir quelles plantes conviennent au sol, etc. Alors là, pour s'en convaincre, moi j'ai mis du temps parce que je préparais justement des conférences sur ces sujets-là pendant que j'essayais moi-même de mettre en place mon jardin. Et je me suis rendu compte, je vous assure, qu'il y a des gens qui ont passé leur vie, alors beaucoup dans des pays tropicaux. Je vous expliquerai après pourquoi ça vient des produits tropicaux. Mais qui sont revenus. Il y a des organismes comme le CIRAD en France, par exemple, qui sont spécialisés dans cette coopération avec des pays en Asie, en Amérique du Sud, etc. Et où nous avons eu des experts qui sont revenus avec cette technique-là et qui l'avaient expérimenté dans des endroits, par exemple, très humides, où vous pouvez avoir 3 mètres de pluie torrentielle qui tombe pendant quelques jours. Hein. Et donc, vous avez à ce moment-là un apport énorme, mais vous avez aussi un ruissellement énorme. Et vous avez une terre qui peut être beaucoup plus riche, si on veut, parce que beaucoup plus rapide à aller développer des plantes qui poussent naturellement sur un sol qui pourrait avoir été dévasté auparavant. Donc, les résultats dans ces pays-là sont très rapides. Chez nous, ça n'est pas le cas. On est dans un pays tempéré, on a des croissances relativement lentes. Les sols, certains endroits se dégradent doucement, on ne s'en rend pas forcément compte. On augmente les doses d'intrants et puis au bout d'un moment, on découvre qu'on a un problème. Alors,
Ça peut être discuté, être contesté. Je suis pas un spécialiste de tout ça, mais je pense qu'il y a des endroits où, en Europe, en France en particulier, on a tendance un peu à avoir surexploité le sol et on ne s'en rend compte que petit à petit. Et à l'inverse, la technique dont je fais état, alors j'ai parlé de semi-direct, hein, il y a d'autres appellations, il y a d'autres techniques, ça s'emboîte, hein, il y a pas qu'une seule. Et puis, on peut réutiliser aussi ce qui marche ailleurs, c'est-à-dire que dans l'agriculture chimique classique, il y a des choses qui sont plus ou moins invasives, plus ou moins réutilisables. Et en fait, les auteurs auxquels je fais référence, que vous trouverez dans les liens que je vous ai envoyés, euh, ce sont des gens pragmatiques qui sont arrivés petit à petit. Donc chez nous, au bout de 3, 4, 5 ans, on arrive à utiliser de moins en moins, voire parfois plus du tout d'intrants. Il y a un agronome qui s'appelle Monsieur Peters, qui est belge, lui, et qui promeut cette agriculture-là en lien avec les labels bio, et qui ont pour but de retirer complètement l'usage de la chimie. Bon. Voilà, donc on peut arriver à ce qui est zéro. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je vous ai dit que j'avais été chef d'entreprise auparavant, et j'avais noté que votre vidéo, elle était sur la rentabilité. Est-ce que Mhm. c'est rentable? Alors, moi, ce que j'entends, je ne sais pas honnêtement vous dire si pour l'ensemble d'un pays comme le nôtre, nous aurions intérêt à massifier ça. Et ce que je sais, c'est que dans différentes régions, et pour des surfaces significatives, et pour différents types de production, pas simplement des céréales, on obtient des rendements comparables, voire potentiellement supérieurs à ceux de notre agriculture classique, avec surtout des revenus qui s'améliorent pour les paysans ou pour les chefs d'entreprise, parce que ce sont véritablement des chefs d'entreprise, tout simplement parce qu'ils passent moins de temps sur leur tracteur, ils utilisent moins de gasoil pour les faire tourner, puisqu'ils n'ont pas retourné le sol, ils utilisent progressivement moins d'intrants, et finalement, leur compte de résultat s'améliore, surtout s'ils arrivent en plus à développer le rendement, parce que certains démontrent qu'ils arrivent en plus à avoir des rendements supérieurs. Alors, ce que je dis là, c'est juste une conviction, une réaction que j'ai par rapport à ce que je vous ai entendu dire. Il faut Ah, aller je plus loin précise, que... attendez, c'est moi, je précise parce qu'il Ouais, faut rebondir dessus. Moi, je me contente de poser des questions. Alors, on peut me dire les questions sont orientées, mais moi, je n'ai aucune compétence agricole. Simplement, mais, ce que disait Jacques Egler, qui vous a fait réagir sur la permaculture, il désignait plutôt une espèce de mouvance ou de croyance ou d'idéologie consistant à dire ça irait bien mieux si on plantait des plantes à l'ancienne et puis on attendait que ça pousse. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, alors là, ce c'est qui est pour ça qu'il clair, disait la c'est pas permaculture comme est ça que une ça se méthode de passe. feignant. Voilà. Et donc, Ben, alors, ce sur qu'il ce... désignait, c'est cette croyance que ah ben il y a qu'à laisser pousser. Je vous entends quand même dire respecter le sol, c'est une chose, mais ça demande quand même du travail par ailleurs. Absolument. Et je suis parfaitement d'accord alors avec cette approche-là, cette formule-là, c'est que ça ne se fait pas sans effort, hein, et notamment au début, parce que lorsque l'on passe, on utilise beaucoup dans les médias le mot transition, hein, pour plein de choses, toujours les mêmes, mais là, il y a une vraie transition à faire et qui est difficile. Parce que ça ne, je vous ai dit, dans les pays tropicaux, ça va assez vite, mais chez nous, ça vient lentement. Donc, il faut vraiment avoir un travail de fond avec des gens extrêmement compétents pour dire, bah là, c'est des fèves, là, c'est telle autre plante, c'est à tel moment. L'année dernière, je l'ai fait 15 jours trop tôt, etc. Et ça, c'est le vrai métier des agronomes et des agriculteurs. Et ça, c'est déjà du boulot. Et ensuite, il faut le faire. Parce que on va pas nourrir les gens, effectivement, en claquant des doigts. Donc, il y a du boulot. Ce ne sera pas le même. Je pense qu'il y a certains des travaux qui seront diminués, il y en a d'autres qui vont être augmentés. Globalement, il y a besoin de faire des efforts là-dessus, et c'est pas le rêve de voilà, on fait de la permaculture et rien ne se passe. D'ailleurs, les gens qui font sérieusement de la permaculture dans la logique que j'évoquais tout à l'heure, celle de Mollison par exemple, c'est pas des rêveurs non plus. C'est simplement qu'on en a ensuite fait une sorte de mot valise où des gens se sont dit tiens ben voilà ça me va bien, j'aime la nature et je vais y aller. Ça c'est du romantisme. La réalité c'est pas ça du tout. Et Mais voilà, par c'est contre, fallait le ne préciser. jetons, Voilà. ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pour ça que j'ai réagi, c'est qu'en réalité
il y a des gens, et il y en a 23 que j'ai recensés dans mon département, c'est pas beaucoup, hein, 23, par un pays très agricole comme le nôtre, qui sont dans le cadre de la Chambre d'agriculture, qui sont dans un groupe de travail, qui sont en train de transformer leur ferme. Donc je ne vous parle pas de rêve, ce sont des gens qui en vivent et qui veulent défendre leur survie, et notre aussi, parce qu'accessoirement, ils produisent de la nourriture pour tout le monde. Donc ce ne sont pas des rêveurs, et ça marche. C'est ça que je voulais Mais ce dire, sont c'est que des ça marche. travailleurs. Oui, oui, oui. Non, Voilà, non, mais c'est faut nous préciser. avons un vrai souci avec ça. Moi, j'en suis convaincu. J'étais urbain, j'allais juste au supermarché. D'ailleurs, je ne me préoccupais pas de où ça venait. Et là, je sais concrètement que sur l'eau, sur le sol, nous avons de vrais soucis. Et la manière de les gérer, c'est pas, à mon sens, de rêver, mais c'est de donner la parole. Et ça, on ne le fait pas. C'est pour ça que j'en parle moi. Et j'espère que d'autres en parleront Ben, je le fais. Moi, je donne la parole aux gens. Mais oui, mais il faut continuer à le faire. Et voilà, je pense qu'il y a des gens qui le font et qui ont de bons résultats. Et j'ajoute qu'il y a une certaine tendance, je croise beaucoup de gens dans mes conférences qui sont éco-déprimés, je dirais, qui ne croient plus à un avenir quelconque pour la planète, en fait pour eux-mêmes et pour nous tous, et qui pourraient se dire que, bah si, il est peut-être possible de produire en masse, de manière rentable, de la nourriture de qualité, sans pour autant détruire les sols et le cycle de l'eau. C'est l'espoir que j'ai et c'est ce que je voulais dire. Bon, et je crois que vous préparez un livre sur le sujet Oui, alors qui. ce sujet-là est un des éléments. Je vous ai envoyé un extrait pour que vous regardiez les liens, pour que vous puissiez éventuellement les donner parce que tout ce que je vous ai dit là, je ne vous ai pas donné les éléments là, mais tout est sourcé. Donc vous pourrez le mettre. Et ensuite, des gens qui voudraient aller plus loin pourront se rendre compte que ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui existe vraiment. Et donc, oui, je fais un bouquin qui est plus large parce que je suis moins frappé, moi qui suis un peu dans le monde de la communication, pas des médias vraiment, mais une communication directe avec le public, d'une part, de ce qu'il est difficile d'aborder des sujets complexes comme cela, et d'autre part, du fait qu'il y a une attente. Les gens qui viennent nous voir dans nos TEDx, c'est des gens qui ont envie qu'on leur parle différemment et qu'on leur parle pas forcément de choses faciles et qui ont envie de sortir en se disant, bon, tout n'est peut-être pas foutu. Et à l'inverse, il y en a beaucoup, je vous assure que je rencontre beaucoup, même des gens de mon âge qui ont peut-être vécu d'autres périodes et qui sont éco-déprimés. Oui, non, mais Alors, pas. je croise les mêmes, rassurez-vous, mais il y Allez, a eu un d'accord. travail aussi pour expliquer aux gens qu'ils ne pouvaient rien faire, qu'ils étaient impuissants, que tout se décidait au-dessus et que c'était plus la peine de se battre. Il y a un travail qui est fait aussi pour convaincre les gens de cette Oui, impuissance. oui, Bon, je connais. Didier, merci beaucoup. Et puis, Je ben, vous en j'espère que prie. vous reviendrez et quand le livre sortira, on en parlera de toute façon. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. Bon week-end.